Caisse d'épargne, tout le monde connaît. Grand Est Europe. Voilà. Comment vous appelez, madame? Je m'appelle Carole Murphy, je suis directrice du centre d'affaires Alsace Sud sur Colmar et Mulhouse pour la Caisse d'épargne. Et là, aujourd'hui, vous m'avez dit que vous êtes spécialement là pour l'innovation. En particulier, on accompagne les structures, start-up ou structures entreprises matures qui ont des projets qu'on peut accompagner, surtout lier les structures en fait, dans les différentes phases de leur développement, que ce soit des start-up qui démarrent, dans le cadre des partenariats qu'on a avec les clusters d'innovation, que ce soit Grand Innov, Semia et d'autres structures. On est intégré dans tout l'écosystème innovation dans le Grand Est. Où est exactement géographiquement le bureau sur Mulhouse? Alors, il y a un bureau au Chrome à Mulhouse et un bureau place de la République à Colmar. Vous financez déjà beaucoup de monde. Oui, on finance une grande partie en fait, des projets sur le territoire, sachant qu'aujourd'hui la Caisse d'épargne est banque. Si ce n'est pas un secret, avez-vous le droit de citer un client? Non, je ne peux pas. Ok. Enfin, vous citez... Il y en a beaucoup sous le salon, voilà. Voilà. Des grandes industries aussi, vous financez? Bien sûr. Des gens comme Peugeot, des gens comme ça pourraient être votre client? Tout à fait, puisqu'on va de la start-up, de l'entreprise qui se crée, jusqu'aux très grands groupes, aux ETI et aux groupes nationaux, y compris au niveau des très grandes structures. Donc comment vous fonctionnez? On vous présente un projet. Qui peut décider? C'est un comité qui décide jusqu'à quel montant vous êtes compétent? En fonction de la taille du projet, d'un certain nombre de paramètres typiques dans l'industrie bancaire. Aujourd'hui, 70 à 80% des projets qui passent par mon centre d'affaires sont traités au centre d'affaires. On a la capacité à valider. Les autres projets un peu plus structurants ou avec on va dire une notion de risque qui nécessite de passer par un comité une fois par semaine. Et j'assiste à ce comité, donc c'est moi qui vais défendre les dossiers. Et dans ce comité, il y a quelqu'un qui est un peu pointu en technologie? Il y a toute une flopée d'analystes, des contre-analystes, forcément, puisque voilà, ça passe... Il n'y a pas que des financiers? Il n'y a pas que des financiers. On fait du commercial. Une moyenne, la demande qu'on vous fait de moyenne, le montant, combien à peu près une moyenne, une bonne moyenne? Il n'y a pas de moyenne. Je peux vous demander 50 000 €, je peux venir avec 1 million d'euros. Ouais, ou 10 même. Tout dépend de ma base, de mon assise, de ma crédibilité. Du projet, comment il est monté. Voilà. Ouais. Est-ce que vous exigez d'être seul ou est-ce que s'il y a d'autres partenaires bancaires ou s'il y a d'autres start-upers ou s'il y a des capital risqueurs avec vous à côté? On a une structure de haut de bilan qui peut venir en accompagnement de haut de bilan. On travaille évidemment au pool bancaire avec d'autres banques. On a une structure d'ingénierie financière qui structure ces opérations, donc qui regroupe et qui peut faire, on va dire, toute l'ingénierie financière pour faire ces financements, pour embarquer d'autres banquiers dans le financement, dans le projet. Donc en fonction du type de projet, on met en place les spécialistes, les expertises et nos filiales également sur d'autres typologies de financement pour accompagner. Donc en fait, on a un éventail complet d'offreurs de solutions, quelle que soit la typologie. Les crédits étant très bas en ce moment, sur quelle moyenne de taux vous travaillez? Alors je dis, ça dépend de la durée. C'est des crédits sur 10 ans, sur 5 ans? Alors sur les crédits équipements, c'est entre 5 et 7 ans. Les crédits immobiliers, c'est plutôt 15 ans. Sur de l'association, on peut aller jusqu'à 20 ans, voire 25 ans quand c'est des choses qui sont financées un peu dans le domaine du sanitaire, du médico-social. Les collectivités locales aussi, on peut être amené à intervenir sur des durées un peu plus longues et en même temps on fait du court terme sur 1 an, sur quelques mois. Donc comme je vous ai demandé tout à l'heure, un innovateur il veut caser ses robots, il peut aujourd'hui aussi ou plus tard vous demander un crédit pour le bâtiment, pour l'enveloppe. Oui, tout à fait. Alors qu'il va pouvoir venir me solliciter pour un crédit spécifique innovation et là on aura l'outil qui va bien, la garantie qui va bien, le taux préférentiel justement pour... Au centre d'affaires à Mulhouse. D'accord. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, on voit la caisse d'épargne, on voit le crédit mutuel, le crédit agricole. Qu'est-ce qui différencie la caisse d'épargne des autres banques? Quelle est votre différence? C'est votre interlocuteur au quotidien. C'est l'interlocuteur que vous avez avec le relationnel client que vous développez. D'accord. Quels sont les enjeux que vous rencontrez actuellement dans vos métiers? Pas compris, pardon. Vos enjeux, oui. Dans notre métier, aujourd'hui, c'est de se développer au niveau des nouvelles technologies, donc principalement tout ce qui est accessibilité Internet, justement, suivre aussi tout ce qui est innovation, parce que la banque d'aujourd'hui, ça ne sera plus la banque de demain. Les demandes, elles évoluent, les clients utilisent les nouvelles technologies bien plus qu'il y a quelques années, et c'est développer par rapport à toutes ces nouvelles technologies et continuer d'accompagner nos clients au mieux là-dessus.
D'accord. Aussi bien dans leurs projets. Je suis start-upper, j'ai un business plan à vous présenter. D'accord. Voilà, on a trouvé une nouvelle molécule de diagnostic in vitro. On est en train de chercher des financements. On a plusieurs acteurs institutionnels et aujourd'hui on souhaiterait savoir comment vous pourriez m'accompagner, comment on pourrait travailler ensemble afin de pouvoir avancer sur un projet de start-up. Alors dans un premier temps, on va définir ensemble quels sont vos besoins, quel est l'objet du financement, puisque quand on travaille en fait sur un prêt, sur une demande de financement bancaire, on a vraiment besoin de cerner quel est le besoin au départ. D'accord. Et du coup, quel est le meilleur outil qu'on va pouvoir vous proposer pour vous accompagner. Mais au-delà du financement et de là où vous en êtes dans votre programme, c'est est-ce que vous êtes déjà accompagné? Est-ce que vous êtes déjà inclus dans le microcosme des start-upers? Est-ce que vous êtes déjà accompagné par Semia, par exemple, si vous êtes sur l'Alsace ou dans un autre cluster d'innovation? Est-ce que vous avez les liens dans le milieu avec ceux qui font un peu, pas la même chose que vous, mais dans le milieu qui sont sur les mêmes sujets que vous? Parce que seul dans son coin, en fait, on peut peut-être déjà avoir une idée, mais qui a déjà été peut-être éprouvée ailleurs, ou simplement qui n'a pas trouvé son marché, etc., etc. Et en fait, c'est en intégrant le réseau de l'innovation en fonction du domaine dans lequel vous êtes qu'on va pouvoir aussi vous accompagner, parce que vous ferez peut-être un projet ou deux dans votre vie. Les gens qui travaillent dans les clusters et accompagnent, ils en voient 300, 400. Et donc ils ont pas la science infuse, mais ils ont vu quand même un certain nombre de modèles, d'initiatives, et ils pourront vous faire gagner du temps et de l'efficacité en vous mettant en contact avec effectivement peut-être le banquier qui est plus spécialisé là-dedans, ou qui a une sensibilité particulière, ou qui a juste la bonne offre au bon moment, mais aussi tous les conseils autour qui vous permettent de mieux structurer sur le marketing, sur le marché. Le business model, c'est une feuille d'Excel, vous avez pensé quelque chose, vous êtes fait accompagner, mais derrière, il faut aller prouver ce modèle, savoir si effectivement c'est bien basé sur des hypothèses qui tiennent la route, qui sont, et des gens qui ont déjà éprouvé ce modèle-là pour vous accompagner, simplement pour gagner en rapidité, en efficacité. D'accord. Pas aller vous perdre dans plein de domaines qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes un scientifique, c'est votre cœur de métier, mais on peut vous accompagner sur toutes les autres enjeux de votre projet.
Eric Papelard, je suis conseiller industrie à la Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace Eurométropole. J'aide les entreprises qui ont des projets d'amélioration, d'évolution et qui s'intéressent au 4.0. Aujourd'hui, on présente une problématique de travailler en hauteur. Et ils ont travaillé avec une start-up à Montpellier et ils ont fait développer cet exosquelette. C'est juste de la mécanique. Et l'idée, c'est quand on va faire un effort, de pouvoir enlever de la charge justement, jusqu'à 15 kg en moins. Et quand on aura des caisses à transporter, ça sera plus aisé. Donc là, il est complètement libre. On va pouvoir l'actionner. On l'arme et à partir de maintenant, il y a 2 ressorts en dessous qui viennent aider Alexandre à soulever toutes les pièces qu'il veut. Donc Alexandre, il va soulever la bouteille d'eau qui pèse dans les 7 kg grosso modo. Voilà. Et la bouteille d'eau ne va plus peser que... Et aujourd'hui, on l'a réglé à 7,5, donc voilà. Donc tout à fait. Non, SNCF fait développer ça. Ils ont des fournisseurs. Ils avaient édicté leur cahier des charges. Ils ont également conçu l'équipement permet de faire une deuxième opération. Donc là maintenant on va l'armer en position travail main haute, changer des câbles, des ampoules et donc comme ça de nouveau on a moins d'efforts au niveau des épaules, au niveau de toute la musculature du haut. La masse ça reste la même mais bon voilà c'est soulagé. Cette idée est venue parce que les ouvriers se sont plaints. Les ouvriers se sont plaints de la fatigue corporelle. Je ne peux pas répondre à la place des SNCF, mais okay. Sans doute. Donc, sans doute, oui. Et vous, Chambre de commerce, vous êtes là pour aider la SNCF à promouvoir ce produit? Alors pas là-dessus, mais c'est de montrer à des autres entreprises en Alsace qui ont des mêmes problématiques, de dire je dois aider la santé de mes opérateurs, je dois soulager des fonctions un petit peu compliquées. Donc voilà, c'est une des missions qu'on a à faire, on vient les aider à faire de l'amélioration continue, amélioration de postes de travail et voilà, dans le quotidien, faire en sorte que ça aide les opérateurs, c'est pas de l'opérateur augmenté, c'est de l'opérateur soulagé, préservé. Alors je m'appelle Antoine de Saint-Amand, je travaille à la direction grand compte d'EDF et je suis en charge du projet Usine du Futur. C'est quoi l'usine du futur? Alors vous savez qu'EDF fournit ses clients en électricité, en énergie, en gaz, mais accompagne aussi ses grands comptes industriels dans le domaine de la performance industrielle. C'est pour ça que vous avez ici une représentation de l'usine du futur avec les univers qu'on retrouve à l'intérieur d'une usine, l'atelier de fabrication, la centrale d'énergie, la zone logistique, la supervision et même les parties administratives. Et à chaque fois, vous avez des innovations, des solutions qui sont proposées parce qu'elles ont été d'abord mises en œuvre sur les installations de production d'EDF et elles ont trouvé de l'intérêt auprès de nos clients et c'est pour ça qu'on les a commercialisées. Quand vous dites innovation, c'est quoi là? C'est du chauffage par le plafond Alors, regardez par exemple, si je me promène dans l'atelier et que je vais vers ce moteur électrique là, j'appuie ici et on me propose 2 solutions. La Motorbox ou EAC. Et si je vais sur la Motorbox, non, tu bouges pas le pied, reste. Vous voyez à droite apparaître la fiche descriptive. Alors la Motorbox, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier qu'on installe sur les moteurs électriques sur le zoom. Et ça permet de diagnostiquer la performance globale du moteur. Donc, comme sur nos installations, nous avons des centaines et des centaines de moteurs électriques et qu'on a voulu mettre au point un système simple d'utilisation qui permettait de réaliser des diagnostics rapides, eh bien on a pensé à la Motorbox. Et aujourd'hui, on la commercialise auprès de nos grands clients dans quasiment tous les secteurs d'activité. Motorbox veut dire quoi? Motorbox, c'est ce petit boîtier que vous voyez ici, là. Alors il faut changer l'angle de la caméra si vous voulez la voir, mais ça veut dire la boîte pour les moteurs, le petit boîtier pour les moteurs, Motorbox, c'est son nom. Et donc il optimise quelque chose. Il est capable de diagnostiquer la performance du moteur. Et c'est après qu'intervient l'optimisation. Il pose le diagnostic si vous voulez. Mais l'intérêt de la solution, c'est de le faire avec une économie de moyens et de manière très, très rapide. Pour faire le diagnostic d'un parc de 50 moteurs, on peut le faire en une journée, alors qu'auparavant, avec des équipements plus traditionnels, il fallait parfois plusieurs jours pour un électricien. Quand vous dites diagnostic, ça veut dire descendre la consommation, optimiser. Optimiser. Descendre la consommation, oui, si on met par exemple un variateur de vitesse sur un moteur, on va réussir à mieux piloter la fréquence et donc on aura des économies d'énergie, mais ça permettra aussi
vérifier le rendement du moteur et peut-être de réinterroger le renouvellement de ce moteur parce qu'il est peut-être arrivé en bout de vie. Le parc français des moteurs électriques est assez ancien en moyenne. Et ceci est déjà en application aujourd'hui. Oui, ceci est déjà en application, bien sûr. Je vous le disais, dans l'industrie, dans la chimie, dans l'automobile, dans l'agroalimentaire et récemment même un client tertiaire. Parce que dans des ensembles tertiaires, dans des grands immeubles, il y a de la motorisation. 70% de la consommation. Les ascenseurs, par exemple. Les ascenseurs. Alors, en fait, là, c'est plutôt des centrales de traitement d'air. Dans les grands immeubles, il faut brasser beaucoup de volume. De la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est. Et tout à l'heure, le jeune homme nous a dit Eurométropole ou métro. Non, alors ça c'est. Non, alors ici on est sur le stand de la Chambre d'industrie Alsace Eurométropole. D'accord. Mais moi en fait je suis le président CCI Grand Est. D'accord. Monsieur le Président, pouvez-nous préciser que veut dire Eurométropole en plus? Eurométropole, la qualification d'Eurométropole est donnée aux chambres de commerce qui sont sur un territoire métropolitain et notamment celle de Strasbourg. C'est l'Eurométropole de Strasbourg, donc c'est la CCI, donc CCI Métropole de Strasbourg, pardon. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire géographiquement, grosso modo, d'où à où vous êtes président? Parce que Grand Est, ça veut dire quoi? Alors, le Grand Est, oui je sais, c'est pas évident. C'est pas évident, ça commence à faire raide, ça va dans les Ardennes. Exactement, on va faire 2 traits. On va partir de Charleville-Mézières jusqu'à Strasbourg et de Strasbourg on descend à Saint-Louis, à Bâle. Et la Champagne. Et ensuite on remonte par les Vosges et par la Champagne. Jusqu'à la Champagne. Donc Reims fait partie. Voilà. Eh bien dis donc, c'est très grand. C'est vraiment une grande région. Monsieur le Président, vous m'aviez dit qu'il y a quelques années, quand tout ça, ce système s'est mis en place, vous avez mis 6 mois à organiser ça. Comment vous avez organisé ça? Un président de chaque département? Alors, l'organisation du Grand Est, au départ, c'est une organisation voulue par l'État. Donc en fait, on a quand même subi quelque chose qui n'était pas de notre volonté. Par contre, l'organisation était simple. Nous avons pris des territoires qui forment le Grand Est. Et autant il y avait de territoires, autant il y avait de présidents de CCI territoriales. Monsieur le Président, ça vous a fait des kilomètres pour organiser tout ça. Vous avez vu du monde. Alors, il faut juste dire que dans le Grand Est, l'avion c'est déjà pas possible, parce que sinon il fallait à Paris, mais tout le reste c'est compliqué. Le TGV c'est pas non plus tout ce qui se passe. C'est pas partout desservi. Donc bien souvent il ne reste plus que la voiture pour joindre, je sais pas, je parle de Troyes, Chaumont, ou sinon je parle de Saint-Dizier. Ça fait des milliers de kilomètres. La Meuse, la Haute-Marne, ça fait des milliers de kilomètres. C'est naturellement pas évident et c'est grand. Aujourd'hui, comment vous faites techniquement? Vous vous réunissez tous les combien de temps? Alors techniquement, on a trouvé une solution, c'est nos assemblées, nous les faisons à Metz. Donc un peu l'épicentre. Que nos bureaux. L'épicentre. Voilà. Ça évite déjà que tout le monde se déplace ou que tout le monde ait des correspondances à prendre pour se déplacer. Tout le monde a à peu près le même nombre de kilomètres. En fait, là, c'est du direct. Voilà. Et donc, de temps en temps, vous faites des téléconférences également. Alors, on fait également des téléconférences pour des gens qui sont très pris l'après-midi, par exemple, et qui ont naturellement le matin pour participer à une réunion de bureau, ce qui n'est pas évident. Donc, on fait des téléconférences. Mais à préciser que les téléconférences, c'est pas vraiment non plus la panacée quand on parle de... Vous savez, une réunion de bureau, il faut être physiquement là pour sentir les gens qui sont là. Parce que c'est des discussions souvent très compliquées. Au départ, c'était des discussions très compliquées jusqu'au moment où vous commencez à pouvoir travailler avec tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est réuni autour d'une table, mais pour ça, il faut que les gens se côtoient. Vous ne dites pas la même chose à quelqu'un quand vous êtes en téléconférence que si vous êtes assis à côté de lui. Voilà. Et ça, c'est des consensus qu'on a pu trouver grâce à ce contact, grâce à la volonté et la bonne volonté de ces présidents qui ont bien voulu se déplacer pour faire le Grand Est. Le Grand Est, c'est fait combien de départements? Alors, en parlant de régions, je vais vous parler de régions de chambres de commerce. Hein. Oui. Il y en a 8. Aujourd'hui, il y en a une de moins, puisque la Haute-Marne et Meuse
donc tout a été mutualisé. Ils ont fusionné et aujourd'hui c'est une CCI Haute-Marne-Meuse. Mais Quelle est grosso modo la plus grande CCI? La plus grande CCI aujourd'hui c'est Alsace-Eurométropole. Hein, c'est celle de Strasbourg qui couvre maintenant, étant donné que les CCI alsaciennes ont fusionné, c'est celle qui couvre l'Alsace en totalité là. Monsieur le Président, combien d'heures à peu près vous consacrez à la CCI par semaine? À peu près. une moyenne, une bonne moyenne. Non mais moi c'est un temps complet là. Et je peux le faire parce que dans mes entreprises, sur Mulhouse j'ai mon fils qui s'en occupe. Au Québec, j'ai des directeurs généraux qui sont performants, qui sont des patrons d'entreprise. Sinon je ne pourrais pas le faire. C'est vraiment une semaine, c'est du temps complet. Monsieur le Président, pour être CCI président, il faut être entrepreneur. Qu'avez-vous comme entreprise aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises de logistique et de transformation industrielle à Montréal, mais aussi des entreprises aujourd'hui dans le commerce et dans Sterling. le food. Pardon? Vous avez Sterling? Non, pas Sterling. Sterling, je suis administrateur chez Sterling, ce qui me permet de porter l'industrie, comme je l'ai toujours voulu. Vous êtes administrateur avec les Suisses ou avec un racheteur? Non, avec Sterling. Hein, c'était des Suisses? Alors je ne sais pas. Saint-Louis. Oui, à Saint-Louis, c'est ça. Ouais. Mais cette société est bien une société française. Hein. D'accord. Ouais, d'accord. Mais en français, oui. Bien sûr. Mais à part cela, j'ai des entreprises ici avec mon fils. Quelles entreprises vous avez? Qui sont des entreprises de restauration rapide. Vous étiez à un moment donné à Cernay, vous aviez une franchise de Pouléon? Non, pas à Cernay, à Besancourt. À Besancourt, vous avez une franchise Pouléon? Exactement. Donc c'est mon fils qui gère cette franchise-là. Vous en avez plusieurs autres que Besancourt? Alors on a Besancourt, mais on a aussi une autre entité, on va dire, qui est complètement différente, celle-là, sur Rixheim actuellement. Toujours dans les sandwichs, à peu près la même chose que McDo, on va dire, et complètement différente. C'est le McDo alsacien. C'est le McDo, comme dit Jean Rotner, c'est le McDo Stieflin, donc complètement différent de tout le reste. Et là, vous êtes franchisé? Non, là, nous sommes en nom propre, et c'est mon fils qui gère. Mais vous fabriquez pas? On fabrique le pain, on fabrique le pain sur place. On fabrique tout ce qui est viennoiserie. D'ailleurs, on fabrique tout. Vous l'avez où l'usine? Alors l'usine, quand vous passez à Rixheim, vous verrez sur la rue de Mulhouse, c'est un bâtiment qui est assez conséquent. Et vous voyez devant, quand vous rentrez dans le bâtiment, pour acheter votre pain, vous voyez les boulangers travailler et ainsi de suite. Vous voyez aussi, quand vous allez prendre un plat du jour, vous voyez le cuisinier qui est devant vous et qui fait votre plat. C'est récent ça, non? C'est récent, ouais. C'est depuis le mois de mars. C'est à côté c'est dans un jardin industriel en face de Carrefour, en face de Carrefour, non? Non. C'est sur la rue de Mulhouse, de Riedisheim à Rixheim. Ok. Et c'est très récent. Bientôt, il y aura une implantation plus loin d'un nouveau Leclerc. Au Canada, vous faites quoi, Monsieur le Président? Au Canada, c'est donc c'est mitigé entre l'industrie de transformation et le stockage de produits. En clair. Vous aviez aussi un intérim, non? Alors j'avais l'intérim, mais tout ça, je l'ai vendu en 2015. Et je pensais qu'à ce moment-là, j'allais prendre ma retraite. Et à quelle fréquence vous voyez que je ne suis pas encore complètement à la retraite, hein, puisque... Vous n'êtes pas fait pour la retraite? Je crois pas, non. Et puis moi, il me faut ça, Monsieur le Président, à quelle fréquence vous allez au Canada? Le Canada, aujourd'hui, c'est tous les 2 mois. Avant, c'était toutes les 5 semaines. Et ça va revenir à toutes les 5 semaines maintenant, à partir du 1er janvier. Mais vous êtes très très bien entouré là-bas. Mais absolument. Sinon, comme ici. Mais comme ici. Hein. Mais de toute façon, entre nous, le secret d'un entrepreneur, c'est d'être bien entouré. Et je crois que ça vaut aussi pour les politiques, ça. Trouver les bonnes personnes. Et trouver les bonnes personnes. C'est ça le plus difficile. Il faut trouver des gens investis, honnêtes, travailleurs, voilà. Monsieur le Président, qu'attendez-vous d'un salon comme celui-ci, salon d'innovation? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors déjà, je vais vous dire, pour moi, c'est du réseau, c'est simplement du réseau. Il faut que les gens comprennent qu'ici, il y a autre chose encore à chercher que de l'innovation, mais qu'il y a un vrai réseau d'entreprises à prendre tout de suite en considération. Au-dessus de ça, tous les gens que vous voyez ici ont bien souvent le soir des réflexions communes, et bien souvent l'un découvre ce que l'autre fait, et donc des idées naissent, et à ce moment-là, d'autres projets entre les entreprises ici. Par contre, ce salon-là, moi je souhaite que tout le monde vienne voir ce que c'est. Parce que demain, soit pour une entreprise qui se respecte et qui veut aller de l'avant et qui veut vivre déjà, il faut soit être à l'export, soit dans l'innovation,
Mais en tout cas, si vous êtes à l'export, il faut également être à l'innovation. Donc, sinon, sous 5 ans, vous avez un problème. Et donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de PME qui pourraient l'être, sauf que elles ne se donnent pas le droit d'y aller. Pour une simple raison, c'est qu'elles pensent qu'elles ne sont pas capables d'aller à l'export. Et pourquoi? Et ni à l'innovation. L'innovation, c'est de la digitalisation, c'est du numérique, et ainsi de suite. Et ici, on a des exemples de PME qui sont déjà à l'export. Qui sont déjà à l'export. Ils les parrainent un petit peu. Ils les parrainent. Ils les portent. Qui sont à l'innovation et qui ont fait leur preuve à l'innovation pour les porter. Vous savez, il faut marcher par l'exemple. Enfin, moi, c'est comme ça. Je pense que si vous avez quelqu'un d'exemplaire, ce quelqu'un peut entraîner quelqu'un d'autre. Et c'est l'exemplarité qui fait que derrière ça, nous pouvons aller plus loin avec nos entreprises. Et ce salon-là, franchement, il était à Peugeot avant. Aujourd'hui, il est ici en lumière. C'est juste magique. Vous avez vu vous-même, vous avez les affiches, vous avez des grandes affiches ici, mais vous avez des start-upers, les petits start-upers. Vous avez ici l'Allemagne, vous avez la Suisse, vous avez la Belgique. Tout à l'heure, il y a un Belge qui me dit, vous m'avez oublié tout à l'heure dans le speech. Bah oui, mais parce que je ne l'ai pas vu tout de suite. Il y a des Belges, il y a des Luxembourgeois, il y a les Québécois qui sont là. Si vous ne pouvez pas répondre, c'est pas grave. Qu'envisagez-vous si l'Alsace redevient l'Alsace? On revient avec une CCI Alsace ou qu'est-ce que vous envisagez de faire? Si c'est secret, on ne le met pas sur le montage. Moi, j'ai pas de truc là-dessus en fait. Vous avez réfléchi à ce problème-là? Oui, bien sûr. Oui. Mais je veux dire, aujourd'hui, l'Alsace revient à l'Alsace. Vous connaissez le timing exact? Non, franchement non. Personne ne connaît vraiment. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, l'Alsace revient à l'Alsace. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais les chambres de commerce gardent la compétence économique qui leur est donnée par la région Grand Est. Donc vous restez une espèce de coopérative dans le futur peut-être ou un groupement? En fait, chacun reste dans ce qu'il un GIE, un groupement d'intérêt économique. Quoi. Chacun reste sur ce qu'il sait faire. Voilà. Et vous continuez à vous parler? Absolument. Aujourd'hui, nous avons déjà une CCI unique en Alsace. Vous avez une délégation de Mulhouse, une délégation de Colmar, une délégation de Strasbourg et au-dessus vous avez une CCI Alsace Eurométropole et ça fonctionne. Vous avez remarqué que ce n'est pas négatif? Non, absolument pas. Je peux dire qu'aujourd'hui ça fonctionne, on se parle, mais c'est vrai que nous sommes impactés aujourd'hui par cette diminution de budget par l'État. Donc on est dans des moments difficiles, mais nous avons aujourd'hui accentué notre courbe de remontée. Et nous sommes sur la phase ascendante. Mais ceci grâce à tous ces présidents qui discutent entre eux autour d'une même table. Monsieur le Président, on ne va pas abuser de votre gentillesse et de votre horaire parce que vous êtes très sollicité. Un grand merci et bonne chance pour le futur. Non, mais je vous remercie beaucoup parce que il est important qu'on s'exprime. Je m'exprime beaucoup ailleurs, mais il est important qu'on s'exprime chez soi. Premièrement, pour rassurer les gens qui travaillent à la CCI, par exemple de Mulhouse, de Colmar ou de Strasbourg, déjà ça, et dans tout le Grand Est, et pour leur dire que voilà, nous sommes au travail, demain sera les CCI de demain, nous allons performer comme nous avions eu l'habitude de le faire, sauf que là maintenant, la manœuvre est emmanchée, nous avons des partenaires forts, notamment la région Grand Est, mais pas seulement, nous avons d'autres partenaires qui nous font confiance aujourd'hui, et donc c'est le moment d'y aller et de rassembler tout le monde. Je disais tout à l'heure pour le président autour du même table, mais tous les gens qui travaillent dans ces CCI, de les rassembler sur une même équipe et de faire enfin ce Grand Est qui doit être demain un outil de performance face, comme vous le savez aussi bien que moi, en face de nous, vous avez des lenders allemands qui sont très forts. Soyons forts. Ne soyons pas dans la concurrence, mais là aussi travaillons avec eux pour être ensemble plus forts au cœur de l'Europe. Et je crois que c'est ça le message final. Bravo Monsieur le Président, merci. La CCI, je crois qu'elle n'a jamais eu un président comme vous, très dynamique, très compétent, avec une vision de l'avenir et surtout un organisateur comme vous êtes. Parce que franchement, il faut quand même organiser avec la région qui est quand même immense. Il faut quand même être très fort pour l'organiser. Ça veut dire que vous avez choisi les bons êtres humains. On va dire que ce n'était pas évident. Voilà, c'est pas évident. Grâce aux hommes qui la font, je pense que, vous savez, tout ça, c'est une quête. Tout à l'heure, on disait, oui, l'innovation, il y a pas de trucs, les start-upers, les trucs et tout ça. Mais sans l'homme, sans la volonté des gens qui l'emmanchent, mais vous faites absolument rien. Donc merci à tous ces gens qui sont venus avec moi, merci aux gens qui m'ont fait confiance et merci à ceux qui participent activement à ce Grand Est. Ça, c'est la clé de tous les succès qu'on a. Merci. Couple rouge. Au revoir.
retour d'expérience. Artificiel, c'est très vaste et on peut pas dire voilà, tout le monde veut faire de l'IA comme il y a quelques années, tout le monde voulait faire du big data. On disait voilà, le big data, j'en fais parce que j'ai une base de données qui fait 1 Tera. Mais le big data, c'était pas juste avoir une base de données d'1 Tera. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas le directeur adjoint de Sphère Strasbourg. Donc Sphère, c'est un cabinet d'architectes thématiques. En fait, c'était que leurs camions ne sont jamais chargés à 100%. Villechenou, société Devi. Nous avons 2 gammes de produits, Rhétorique et 3D Swipe. Je suis directeur commercial depuis janvier. Société Rhétorique et 3D. C'est des marques, ce sont des marques, ce ne sont pas des sociétés. La société s'appelle comment? La société s'appelle Devi, D-A-V-I. D'accord. Le siège social? Le siège social est à Puteaux. Et nous avons une grande partie des équipes de développement qui sont basées à Nevers dans la Nièvre. D'accord. Nous avons 2 offres. Rhétorique, qui est une plateforme d'intelligence artificielle avec des smartbots ou agents conversationnels en français qui sont animés en 3D temps réel, et 3D Swipe, qui est une technologie 3D temps réel qui permet de faire des applications sur ordinateur, périphérique mobile ou Internet pour présenter des produits, les manipuler sous tous les angles en temps réel, voire les configurer et les présenter didactiquement avec différentes fonctionnalités de vue éclatée et de vue précalculée pour présenter les dimensions, les points forts des produits, etc. Tout ça en pouvant le manipuler soit à la souris, soit en mode tactile sur des tablettes en temps réel. Vos cibles clients, c'est quoi? Alors nos cibles clients, nous avons soit dans le domaine de l'assurance, de la santé, de l'automobile, pour des smartbots qui ont besoin de call center par exemple, sur des call centers. Vous avez juste derrière vous monsieur Ludovic Party qui est à l'initiative de ce projet que vous pourrez interviewer juste après si vous le souhaitez. Alors je suis par exemple un organisme de formation. Je suis un organisme de formation, donc vous m'amenez des innovations. Voilà, des innovations techniques basées sur la 3D temps réel et sur les chatbots intelligents. Je vous donne mon programme de formation et vous nous aidez à communiquer avec nos clients, nos cibles, etc. Voilà, tout à fait. Et pour organiser la formation. Disons que c'est des modules on va pas faire votre programme de formation et la mise en place de votre formation en e-learning. Voilà, nous on va proposer une technologie qui va permettre de développer des modules qui vont accompagner vos formations, qu'elles soient faites sous forme de modules e-learning ou autres. On a aussi des industriels qui l'utilisent pour former par exemple leurs revendeurs. Ils ont un programme d'e-learning, les revendeurs se connectent et chaque revendeur doit passer un certain nombre d'exercices pour être qualifié pour revendre la solution. Et donc les exercices sont basés sur de la 3D temps réel. Ils doivent assembler un objet, s'ils se trompent, on les reprend, ils recommencent et on enregistre le temps qu'ils mettent, le nombre d'erreurs qu'ils font, le temps qu'ils mettent, ce qui est transmis au module d'e-learning qui va valider ou pas leur formation. Tous les partenaires qui sont sur la liste de la documentation. Peut-être clients. Certains peuvent être clients éventuellement. Donc M. Kevin Apointer, directeur Delphin G Academy. Vous pouvez me dire ce que c'est la Delphinen ou Delphin G Academy? Alors je vous donne la prononciation franc-comtoise Delphin Machine et de les faire monter en compétences notamment sur l'industrie 4.0. Vous êtes un partenaire de monsieur? Si je peux me permettre, vous pouvez peut-être préciser votre domaine d'activité. Oui, parce que vous avez des usines. D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez? Vous êtes un partenaire, monsieur? Alors, on est un partenaire du projet ACE. Enfin, de l'entreprise. Voilà, tout à fait. Donc, dans le cadre du projet ACE, du pôle véhicule du futur. Et vous êtes dans quoi? Vous faites des horlogeries? Vous faites quoi? Non, on est dans l'industrie automobile et on fabrique des tubes en plastique pour les véhicules. Les PE? Des tubes en plastique, soit pour protéger les fils électriques, par exemple les fils de votre radio, soit des tubes en plastique étanches, par exemple pour transformer voilà, pour le gasoil. Les durites. On extrude. Vous recevez de la poudre, vous recevez des paillettes et vous extrudez. Exactement. Toutes les usines, c'est ça? Toutes les usines, c'est ça.
Et donc vous êtes un plastiquier, quoi. On est un sous-traitant automobile dans le plasturgie. Dans la plasturgie, exactement. Et vous avez eu des idées alors? On a eu des idées... Vous personnellement et votre équipe, vous avez eu des idées? On a eu des idées pour mettre en place des formations d'un nouveau genre. D'accord, donc vous avez contacté l'entreprise de monsieur et vous avez dit on fait un partenariat. Alors pas exactement, en fait on s'est tous retrouvés que toutes les entreprises travaillent ensemble pour travailler sur certains sujets de l'information. Très bien. Ça veut dire travailler ensemble, travailler aussi informatiquement, numériquement ensemble. Voilà, exactement, et c'est ça qui est nouveau, puisqu'il y a encore 3 ans les entreprises fermaient leurs portes, tout était secret. Et maintenant les entreprises, parce qu'il faut quand même le souligner, les entreprises qui participent à ce projet, dont PSA, sont OK pour partager du contenu et travailler avec d'autres entreprises comme Delfingen, comme Schaeffler. Ce qui est quand même un avancement particulièrement important. Pour aller plus vite, ils n'ont rien à vous cacher, quoi. Voilà. De toute façon, s'il y a une grande innovation, il y a tout de suite un brevet qui est déposé. Exactement. Et là, ça fait. Hein. Le futur, c'est quoi? Le futur, c'est... Entre vous deux, c'est quoi? Eh ben, le futur, c'est... On a eu une réunion de lancement de ce projet ACE il y a quelques jours. Donc le futur, on ne sait pas encore de quoi il sera fait, mais par contre, on sait qu'il sera... Ben, vous avez une idée derrière votre intelligence mémoriale, vous avez une idée? On a une idée parce qu'on sait que le futur sera collectif. Et collectivement, on sait qu'on est plus fort. Et donc, alors je vais vous faire rigoler, je suis juriste de formation. Oui. Et j'anime à la fois la Delfingen Academy et je suis aussi le directeur juridique du groupe Delfingen. D'accord. Donc je ne suis pas du tout dans la formation à l'origine. D'accord. Ni dans la vente. D'accord. Mais il y a des gens autour de vous qui travaillent sur ce projet ACE. Voilà, mon travail c'est d'animer un petit peu ça pour la société Delfingen, mais bien entendu je ne détiens pas toutes les compétences et avec les équipes du groupe Delfingen on travaille. Et géographiquement vous-même, vous êtes où? À côté de l'île sur le Doubs, entre Besançon et oui, près de Mèche et tous ces endroits-là. Pas loin. Des régions magnifiques, les boutons d'or, les prairies vertes, ça je coupe après. Exactement, donc on travaille pas trop. Ok. Bah, écoutez, on a fait le tour, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, Télévision du Haut-Rhin. Haut-Rhin TV, on mettra vos coordonnées dans le générique. Et lorsque des gens qui ont besoin de vos talents vous verront, ils auront les coordonnées. Hein, et pendant l'interview, on va faire défiler le nom de l'entreprise ACE, etc. Eh ben, merci d'avoir pensé à nous en tout cas. Bon appétit. Maintenant, on va aller au véhicule du futur. Bon appétit. Eh bien, Par contre, merci beaucoup. Vous trompez. Donc Ludovic Party, donc je suis directeur de PerfOS, donc c'est la branche performance du pôle véhicule de futur. C'est un pôle de compétitivité et donc sur l'automobile. Et notre leitmotiv, c'est effectivement de développer l'innovation et la performance pour les entreprises de l'industrie automobile. Donc on est rattaché en fait à la filière automobile au niveau national et donc dans ce cadre-là, on développe un certain nombre d'actions pour aider les industriels en fait à se développer, d'une part, à trouver des compétences, d'autre part, à être performants dans le modèle économique qu'on a aujourd'hui mondial et également d'être innovants. Voilà, et donc au travers de ça, on a identifié que la filière automobile avait besoin de nouvelles compétences dans les jours, enfin dans les mois, dans les années à venir, dû à plusieurs choses, des disruptions au niveau technique. Les véhicules vont évoluer. Géographiquement, vous êtes où? Alors, nous sommes sur Mulhouse et nous sommes sur Étup à côté de Montbéliard. Et nous avons numérique entre les deux. Voilà, et nous avons un site également. À peu près. Nous sommes 17 au pôle véhicules du futur et nous avons une antenne également à Magnicourt. À Nevers. C'est une structure subventionnée ou... Oui, c'est une structure, donc c'est une association, pôle de compétitivité, et elle est financée par l'État, les régions, Bourgogne-Franche-Comté, Alsace, enfin Grand Est, par les collectivités, Mulhouse, Strasbourg, qu'est-ce qu'on a encore, Montbéliard, Besançon, etc. Donc vous êtes qu'un bureau d'intelligentsia, vous réfléchissez, vous êtes bureau d'études. Voilà, et en même temps, on met aussi en connexion les entreprises, on cherche en fait à ce qu'elles soient connectées au sein d'un réseau. Et aujourd'hui, on a un réseau de 400 entreprises qui sont réparties sur Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, avec pour vocation en fait effectivement d'échanger sur les bonnes pratiques d'une part, de monter des travaux collaboratifs entre les entreprises et les labos et les universités, permettant d'aller vers de l'innovation produit et de l'innovation process sur les installations 4.0 notamment par exemple. Un peu de coopération avec l'étranger, l'Allemagne? Oui, alors on a des coopérations avec des clusters étrangers également.
allemands, suisses, belges. On a un programme qui s'appelle EACN, European Automotive Cluster Network, dans lequel on va effectivement, avec des entreprises, des PME étrangères, développer et travailler sur des sujets qui les intéressent. La voiture hydrogène avec le réservoir hydrogène qui résiste à une pression de 800 bars, c'est vous? Oui, alors c'est nous. Disons que une entreprise dans la région de Belfort. Oui, tout à fait. Alors l'hydrogène est effectivement un sujet qui, au niveau de notre région, est porté depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on voit une accélération du sujet. On a un labo sur Belfort qui est vraiment très avancé depuis 15 ans, même 20 ans, sur la pile à combustible, et donc très intéressant. Et on a un certain nombre d'entreprises, aussi bien des entreprises qui touchent au réservoir, qui touchent à la pile à combustible. Une entreprise qui est devenue un peu le leader du réservoir en carbone. Oui, exactement. Avec voilà. L'enroulement filamentaire du carbone. Exactement. Et forte pression, parce que pour l'hydrogène, il faut le mettre à forte pression pour mettre beaucoup dans le réservoir. C'est 800 bars. C'est 800 bars de pression, exactement. Et il faut que ça résiste au crash test. Il faut que ça résiste. 800, c'est à peu près un bar, c'est 0,8, 0,9. C'est 800 fois la pression atmosphérique, on va dire, à peu près. Hein. Voilà. Et donc, il faut que ça résiste au choc, au crash test, aux incendies, etc. Et il y a des voitures qui roulent. Et il y a des voitures qui sont effectivement équipées aujourd'hui, très peu pour l'instant. Avez-vous suivi un petit peu les facteurs de Montbéliard, je crois, qui avec des voiturettes d'hydrogène livrées, parce qu'on n'entend plus rien parler là. Absolument. Donc il y avait un projet qui s'appelait Mobipost, qui a été effectivement initialisé par le pôle véhicule du futur, absolument. Et donc... Qu'en est-il devenu de ce chose? Donc il y a eu un démonstrateur. De fait, plusieurs véhicules ont roulé et donc ils ont livré des lettres avec des petites voiturettes à... Oui, et l'ergonomie a été regardée, tout a été fait en réalité virtuelle dans un premier temps en termes d'ergonomie. Ensuite, il y a eu l'intégration. Ces protos ont été réalisés par le FC Lab. Donc, qui était pour la partie pile à combustible. Hein. Et donc, c'est un petit peu de la 3D, c'est du... Non, le FC Lab, c'est le laboratoire sur l'hydrogène. Et la pile à combustible, donc à Belfort. Conclusion de ces livraisons, qu'est-ce que c'est devenu? Le projet, en fait, pour l'instant, est encore pas complètement développé. Il y a eu ces protos. Tu roules encore? Plus beaucoup, puisque le retour d'expérience a été réalisé. Et maintenant, ils vont passer à un projet d'industrialisation. Mais là qui dépasse en fait... L'hydrogène venait d'où? Il y avait une station solaire d'hydrogène sur place? Oui, elle était distribuée, de mémoire, elle a été distribuée, il n'y a pas de station d'hydrogène. Par contre, des stations d'hydrogène, par exemple, un lycée du côté de Montbéliard s'est équipé d'une station d'hydrogène pour permettre, voilà... fabrique avec un solaire, un module de fabrication d'électrolyse pour l'hydrogène. Tout à fait, absolument. Et donc ça démontre que sur à peu près une surface de 2 mètres sur 2 mètres, 4 mètres carrés, 6 mètres carrés, vous pouvez faire une station qui permet de fabriquer de l'hydrogène. Voilà, donc ça c'est intéressant. Votre futur c'est quoi? Dans les prochaines 5 années, quelque chose de concret c'est quoi? Le futur de l'automobile? De votre véhicule du futur. Ah, nos véhicules du futur. Le concret dans 5 ans, c'est effectivement de développer en fait des projets et d'innovation sur l'allègement des véhicules, première chose. Sur tout ce qui est électromobilité et l'hydrogène, donc la propulsion. Plus de véhicules en fibre de verre, en fibre de carbone. Exactement, donc allégé, donc la fibre de carbone, les fibres de verre, les matériaux plastiques. Pour revenir un petit peu à la technique Formule 1, disons. Les matériaux plastiques qui peuvent être allégés, etc., etc. Donc les panneaux aussi en fibre. Maintenant, fibre naturelle, par exemple avec le chanvre, qui permet de gagner à peu près 30% de gain de poids sans avoir recours au carbone, qui est très cher. Avec autant de solidité. Et avec des caractéristiques mécaniques qui sont équivalentes. La filière chanvre de culture a été développée également. Qui est équivalente. Voilà, donc ça c'est les thèmes. Après, il y a tout ce qui concerne autour du véhicule connecté avec les véhicules, avec l'infrastructure, permettant d'avoir une communication de données, de pouvoir échanger par rapport à des obstacles qui peuvent arriver, des accidents, des problèmes de circulation, des bouchons, des cyclistes qui peuvent venir, des gibiers, etc. Toute une application autour de ça. Et puis également une application d'exploitation des données de déplacement des véhicules dans son environnement. Donc là, on est encore au balbutiement, si on peut dire, on est encore au test, on est encore en train de chercher le modèle, mais c'est des choses qui vont s'amplifier en fait dans les années qui viennent, ça c'est certain. Et puis également, il y a un troisième pan qui est toute la partie industrielle. Toute la partie industrielle où effectivement nos entreprises deviennent de plus en plus 4.0, industrie du futur, et on voit que le digital commence à rentrer dans les processus de fabrication, dans les processus de production, y compris dans les petites entreprises, dans des PME, puisqu'il n'y a pas que les grands groupes qui vont dans cette voie-là. Et nous, effectivement, on accompagne, on éclaire et on essaie effectivement de montrer ce qui se fait
ce qui est possible de faire et ce qui est intéressant et rentable pour une industrie automobile. On n'est pas dans l'effet vitrine, on est plutôt dans l'effet en quoi ça peut servir concrètement l'automobile et les entreprises. Peugeot vous écoute un peu? Ah oui, Peugeot. Alors Peugeot, bien sûr, PSA est membre premium du pôle véhicules du futur. Ils mettent à disposition des personnes qui nous aident en fait dans notre mission. Moi-même, je suis un ancien PSA. Et donc, oui, alors on s'inspire beaucoup de ce qu'ils font. Et en même temps, on leur apporte effectivement un éclairage de ce qui se fait dans les petites entreprises ou avec les startups. Et ça nous permet effectivement de pouvoir apporter aux gros comme aux petits, et par échange mutuel, des solutions intéressantes. Les hommes chez vous, c'est quoi? C'est des ingénieurs, c'est des BTS, c'est quel niveau? Alors, dans le haut niveau. Oui, alors la plupart des gens qui sont chez nous sont des gens qui ont travaillé dans l'industrie. Donc il y a une 20, 25, 30 ans d'industrie, plutôt ingénieurs. Plutôt ingénieurs, et on est effectivement très proche du terrain et on est avant tout des industriels. Ex-industriels, aujourd'hui pour certains, mais industriels, et dans cette logique-là, on est complètement en phase avec les besoins des entreprises, on parle le même langage, on a les mêmes réflexes, on comprend leurs besoins et on essaie de leur apporter des solutions. Monsieur Ludovic Party, votre temps est précieux, le nôtre aussi, on va conclure. Qu'est-ce que vous avez encore comme conclusion? La conclusion, c'est peut-être le panneau qui est derrière. Aujourd'hui, le panneau qui est derrière, c'est attractivité, compétences et emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on a développé au sein de la filière automobile un programme d'accompagnement sur les compétences et l'emploi permettant de pouvoir disposer des briques pédagogiques, des nouvelles compétences dont on aura besoin. L'Internet des objets par exemple, la fabrication additive, les robots collaboratifs, etc., etc. Et en même temps de pouvoir mutualiser l'ensemble des ressources parce que chacun a fait des petits morceaux dans ces choses-là, mais d'assembler tout cela au sein de notre territoire pour qu'on ne refasse pas deux fois la même chose, mais au contraire qu'on soit complémentaires et qu'on avance plus vite, à la fois donc pour recruter les jeunes, puisque d'utiliser des innovations pédagogiques qu'on souhaite faire dans ce projet-là, comme par exemple les lunettes connectées, la réalité virtuelle, les applications sur smartphone, les serious games, nous permettent de rendre plus ludique finalement l'approche de l'industrie automobile, d'une part, et puis d'autre part, de pouvoir mutualiser l'ensemble des ressources afin d'aller plus vite et de mettre à disposition plus rapidement les choses. Parce qu'on voit bien que dans l'industrie du futur, ça évolue très vite, et si on veut suivre, on n'arrivera pas à suivre tout à la lettre. Donc ce partage permet effectivement cette accélération, et donc vous avez ici, vous avez interrogé effectivement. Là, on se trouve sur le stand de Mulhouse Alsace Agglomération, avec monsieur Laurent Riche. Monsieur Laurent Riche va se présenter, va nous dire quel est son titre exact dans l'Alsace Agglomération, c'est la M2A. Alors c'est ça, je suis vice-président en charge du développement économique et de l'innovation à la communauté d'agglomération de Mulhouse. Et vous êtes combien de communes? 39 communes, 280 000 habitants, et donc le développement économique est porté par l'agglomération pour les 39 communes. Que représentez-vous aujourd'hui? Quel est le but de votre stand aujourd'hui? Alors là, on est ici à double titre la communauté d'agglomération. À la fois, nous organisons avec la région Grand Est ce salon Industrie du Futur. Et pourquoi ce salon Industrie du Futur? Tout simplement parce que le territoire du Sud-Alsace et de l'agglomération mulhousienne plus particulièrement est très fortement industrialisé, même s'il y a moins d'emplois que dans les années 70-80, mais encore très fortement. Et donc l'objectif de ce salon, c'est de permettre aux industriels de trouver ce qu'on appelle des offreurs de solutions, c'est-à-dire des techniques autour du numérique, des automatismes, de la robotique. Vous êtes partenaire financier également? Alors on est partenaire financier à peu près de façon égale avec la région Grand Est. Vous pensez que ce salon va beaucoup nous apporter? En tout cas, nous pensons qu'il va être intéressant pour le tissu économique local pour pouvoir rencontrer des offreurs de solutions qui vont donner des solutions à des problématiques attendues par les industriels. Comme en Sud-Alsace et sur l'agglomération mulhousienne, il y a quelques grosses entreprises comme PSA, Clemcy, Solvay, mais il y a aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises, des PME. Les PME ont tout intérêt à trouver des solutions dans ce salon. Actuellement, vous êtes en bonne phase avec la CCI, la Chambre de commerce, vous êtes en phase avec le Grand Est. Tout le monde travaille main dans la main. C'est important, c'est ce qu'on essaye de faire depuis 2013. Depuis 2013, on essaye de travailler de façon concertée avec l'ensemble des acteurs. Parce que l'économie n'attend pas que nous travaillions chacun dans notre coin de façon un peu isolée, mais que tout le monde soit travaille en collaboration et de montrer que les institutionnels, dont les politiques, sont bien à l'écoute des besoins des entreprises et répondent aux besoins des entreprises. En 2 jours, les contacts ont été bons, vos hôtesses vous transmettent de bonnes choses.
Alors globalement, les contacts ont été bons. Dans les stands, on nous dit que la participation et le visitorat a été bon. Hier soir, je n'ai pas les chiffres pour cette deuxième journée, mais hier soir, on avait 20% de plus de visitorat que l'année dernière à la suite de la première journée. Monsieur Laurent Riche, votre temps est compté. On sait que vous devez aller à une réunion à Kingersheim. Merci beaucoup, bonne soirée. Et une petite conclusion de 30 secondes. La conclusion, c'est revenez découvrir ce salon. Il est ouvert au public, il est non payant, donc tout un chacun peut y venir. L'année prochaine, au mois de novembre. Merci Monsieur Laurent Riche, bonne soirée. Merci.